Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. L'association des riziculteurs du Nigeria au domicile du président Patrice Talon avec le chef de l'État, ils ont tenu une séance de travail ce vendredi. Objectif, accompagner le Bénin dans sa politique de fait du riz, une filière porteuse. Que pensent les Béninois, les citoyens de l'appel de certains acteurs politiques à l'insurrection à la veille de l'élection présidentielle? Vous les entendrez dans un instant. Ils invitent le gouvernement à prendre des mesures coercitives contre les éventuels fauteurs de troubles. À suivre également dans cette édition le bilan de la mise en œuvre du projet Cash Care et ACES. Le sujet est au cœur d'un atelier de 3 jours. Bonsoir et bienvenue à cette édition du 20h. Faire de l'intégration par le riz est bien une réalité entre le Bénin et le Nigeria. Le président Patrice Talon s'inscrit désormais dans cette dynamique. Il a tenu ce vendredi à sa résidence à Cotonou une séance de travail avec l'association nigériane des riziculteurs. Objectif, faire de l'incident de la fermeture des frontières entre les deux pays un défi, une opportunité, surtout pour le développement du riz. Les précisions avec Jérôme Humbo, Patrick Pellengue. Cette séance de travail fait suite à la rencontre entre le président Patrice Talon et l'Association nationale des riziculteurs du Nigeria en marge de l'audience avec son homologue Muhammadu Buhari. Au menu des échanges, comment faire de l'incident de la fermeture des frontières un véritable tremplin de développement. L'incident récent de la fermeture des frontières nous donne l'occasion d'aller plus loin, au-delà des mots, au-delà des verbes, pour concrétiser cette intégration, afin que nos économies fonctionnent pour notre développement réel, nos économies fonctionnent pour notre intégration, nos économies fonctionnent pour notre épanouissement. Le Bénin est un pays producteur agricole. Le Nigeria aussi est un pays agricole, mais également une grosse puissance économique. Et le Bénin et le Nigeria peuvent se compléter, notamment dans le domaine agricole et dans le domaine rizicole. C'est pour cela que nous avons décidé de nous appuyer sur l'expérience nigériane de développement de la production de riz pour satisfaire les besoins de nos populations béninoises, nigérianes et même africaines. Nous avons le potentiel. Produire pour nous nourrir, produire pour commercialiser et arrêter d'importer des produits de l'étranger pour enrichir les producteurs étrangers et parfois même à notre détriment sanitaire. Donc, cette vision, qui n'est pas nouvelle, mais qui maintenant a besoin d'être concrétisée, c'est de pousser à augmenter la production agricole dans nos pays, notamment au Bénin, puisque le Nigeria a donné l'exemple en mettant en place une politique de développement rizicole depuis quelques années qui a fait ses preuves. Le Bénin aussi a commencé, mais on peut aller encore plus loin si nous nous inspirons de l'expérience nigériane, si nous nous inspirons du succès du Nigeria dans ce domaine. Et c'est pour ça que la coopération qui va se mettre en place va s'appuyer sur le conseil organisationnel, la manière dont les producteurs de riz au Nigeria, appuyés par l'État, la manière dont ils ont mis en place cette nouvelle organisation par laquelle les producteurs sont organisés. On leur fait du crédit, on leur fournit les intrants nécessaires. Ils produisent et les crédits sont récupérés et les recettes servent à leur développement, à leur épanouissement sur les réserves de devises. Donc, le Bénin veut développer également sa production rizicole
en nous appuyant sur le modèle nigérian, de sorte que l'intégration par le riz soit une réalité. Cette association venue en masse entend partager avec les producteurs de riz béninois l'expertise nigériane. C'est sur invitation du président du Bénin que nous sommes venus partager notre expérience en matière de production et de transformation du riz avec nos frères du Bénin. Le président souhaite que nous fassions la même chose afin que, tout en étant frères et sœurs, ce succès impacte les pays de la CEDEAO qui nous entourent. Selon nos fructueuses résolutions, nous démarrons dans les prochaines semaines. Nous avons convenu de mettre en place une coopération dynamique pour d'abord porter sur le conseil organisationnel tel qu'ils l'ont fait chez eux et puis aussi créer la plateforme de la transformation, de la mise en marché de paddy. Une plateforme qui rassure en fait chaque planteur à aller vers le crédit, à produire davantage et rassure les banques aussi à aider à placer beaucoup de crédits au niveau paysan. Nous allons concrétiser cela par des visites de terrain et puis à partir du mardi prochain, ils organisent une grande foire de la dynamique de production de riz au Nigeria, foire à laquelle une forte délégation de gouvernement et d'opérateurs économiques béninois dans la production de riz va prendre part. Faire de l'intégration par le riz une réalité. Voilà le point d'un nouveau départ productif introduit par Patrice Talon pour rassembler davantage les peuples frères et amis du Bénin et du Nigeria. Suite aux différents appels d'une certaine classe politique invitant à l'insurrection en cette période électorale, des citoyens rencontrés dans les rues de Cotonou invitent le gouvernement à préserver la paix et la stabilité de notre pays en prenant des mesures dissuasives et fermes contre les éventuels fauteurs de troubles. Ils sont au micro de Lenek Agbazaou et de Louis Kouloua. Depuis 2016, avril 2016, nous savons qu'il y a quelque chose qui est en train d'être fait aujourd'hui au Bénin. Et nous n'allons pas permettre à nos frères, à nos sœurs de détruire tout ce qui est fait en peu de temps. Non, on ne va pas quand même permettre ça. Donc pour cela, nous demandons au gouvernement de prendre des mesures très sévères pour pouvoir réglementer ces éventuels tapages, violences et autres. Nous ne souhaitons pas aller à cet extrême. Mais si ils veulent se comporter comme ça, nous demandons au gouvernement de prendre ces dispositions et d'appliquer la loi. Les événements malheureux du 1er mai 2019 à Kadiaou sont encore dans le cœur des Béninois. On ne voudrait plus vivre ça. Le gouvernement doit tout simplement prendre des mesures draconiennes pour pouvoir dissuader dans un temps et par la suite réprimer aux besoins. Il faut que le gouvernement anticipe en quelque sorte pour que nous n'assistons plus à ces événements et qu'on mette les gens devant leurs faits et par la suite devant les propos, parce que c'est normal, lorsque vous avez la liberté de poser des actes, il y a aussi cette responsabilité d'en assumer. Nous devons nécessairement être dans l'anticipation. C'est avant que l'on peut trouver des solutions salvatrices que le gouvernement, en tant que garant de la paix, de la stabilité et du droit de chaque citoyen, se serve de toutes les voies légales et réglementaires afin que, en ce moment particulièrement sensible, que les mesures soient prises pour que chaque citoyen se sente à l'aise, qu'aucun Béninois ne se sente menacé dans l'accomplissement de ses tâches quotidiennes, dans l'accomplissement de son devoir citoyen. C'est vraiment un trouble à l'ordre public, qu'on choisisse délibérément de s'exclure d'un processus légal, qu'on choisisse de désobéir aux institutions et surtout qu'on incite, qu'on manipule au soulèvement, eh bien c'est déjà de l'ordre de l'insurrection. C'est déjà de l'ordre de l'insurrection et j'appelle vivement le gouvernement à prendre des mesures coercitives contre tout fauteur de troubles, parce que le Bénin n'est la propriété privée de quiconque. Il s'agit de notre commune nation. Nous autres,
n'avons nulle part où nous réfugier. Nous n'avons que le Bénin et nous devons de préserver sa stabilité et sa paix chèrement acquise. Le gouvernement est bien obligé de veiller à notre quiétude. Il faut qu'il fasse usage, j'allais dire, du pouvoir qui lui est donné, qui est concerné par la loi, pour préserver et maintenir la paix pendant cette période électorale. Réprimer le comportement de déviance qui frise la désobéissance civile. Pour veiller sur nous, il est obligé de mettre en mal tous ceux qui tenteront de déstabiliser le pays. Donc les moyens forts du gouvernement, à savoir les forces de l'ordre, doivent être mis à contribution pour mettre hors d'état de nuire ceux qui ont ces subventions. L'État est le garant de la liberté, de la sécurité de l'individu, de tout citoyen. Donc l'État a les moyens pour pouvoir anticiper, pour pouvoir réprimer des actes de rébellion. Donc l'État dispose véritablement des mécanismes juridiques et judiciaires nécessaires pour dissuader véritablement tous ces comportements-là qui tendent à mettre en péril notre paix chèrement acquise. Nous lançons une alerte à ces forces politiques dites de l'opposition de privilégier la voie du dialogue, des juridictions, de se plaindre. Nous avons nos institutions qui fonctionnent normalement et je crois que c'est la meilleure manière d'agir dans une démocratie. C'est de prendre la voie des juridictions. Le gouvernement, dans son rôle régalien et dans son rôle de garant de nos libertés, de garant de notre sécurité, de notre stabilité, de notre paix, doit anticiper. Aujourd'hui, ce que veut le peuple béninois, c'est vivre dans un pays qui se construit, dans un pays où chacun des Béninois se sent en paix, en confiance, en sécurité. Et ce n'est surtout pas en ce moment où nous avons déjà un challenge lié à la crise sanitaire que nous sommes en train de relever, que nous allons nous offrir le malsain luxe de nouveaux défis qui seraient des défis de stabilité et de climat social apaisé. Sur le terrain politique, maintenant, le parti Force Cori.Bénin émergent a tenu un conseil national extraordinaire à l'issue duquel le duo candidat désigné pour représenter le parti à la présidentielle prochaine a été officiellement investi pour défendre les couleurs de cette formation politique. Lunek Agbazarou, Jean Obibin. C'est sous les vivas de l'assistance que le duo Soumano-Honkpe fait son entrée ici, dans la salle rouge du Palais des Congrès. Pour ce conseil national extraordinaire du parti FCBE, sages, personnalités, jeunes et femmes ont répondu à l'appel de leur formation politique, à quelques encablures de la présidentielle. Une élection pour laquelle le parti Force Cori pour un Bénin émergent présente ici publiquement et officiellement ses candidats au poste de président et de vice-président de la République. Monsieur Alassane Djemba, Monsieur Paul Honkpe, vous êtes investi candidat à l'élection présidentielle d'avril 2021. L'ancien ministre de Boni Yayi dit être le candidat de l'opposition béninoise pour l'élection présidentielle du 11 avril. La Force Cori est une opposition modérée qui a compris très tôt qu'il ne faut jamais laisser en politique une place vide, qu'il ne faut jamais faire la politique de chaises vides. Parce que la géopolitique nous apprend beaucoup de choses. Nous ne pouvons pas laisser Patrice Talon faire un match amical. Nous n'avons aucun lien, aucune relation particulière avec le président Patrice Talon. Nous avions géré le pays pendant 10 ans. Nous avons des acquis. Et c'est pour défendre ces acquis qu'ensemble avec vous, nous avions lutté pour que la Force Cori pour un Bénin émergent ne disparaisse pas. Oui, la Force Cori pour un Bénin émergent existe. Elle est même le leader des partis d'opposition au Bénin. Vous devez l'applaudir. Tous ceux qui ont prédit notre disparition,
Tous ceux qui croyaient que nous n'étions que des jeunes démocrates, oui, l'unité d'action au sein des militants de FCB, au niveau du bureau politique, au niveau du BEN, grâce à nos coordinateurs, grâce à nos militants, nous sommes arrivés à montrer au monde entier que nous sommes un parti d'opposition sérieux. Parce qu'en sciences politiques, il n'y a pas qu'une opposition. Vous vous trompez. En sciences politiques, il y a l'opposition radicale, l'opposition modérée, l'opposition constructive. Cette investiture est l'occasion pour le colistier de Alassane Soumanou de revenir sur le parcours qui a conduit cette formation politique au stade actuel. Nous avons surmonté moult embûches et aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir et nous féliciter d'être ici, présents à ce rendez-vous qui va relancer notre machine électorale. Nous avons atteint cette étape grâce à une gestion rigoureuse et planifiée, avec des perspectives d'avenir pour notre parti. Notre parti, la Foscori pour un Bénin émergent, a une histoire. Notre participation au dialogue politique qui a permis la pacification du pays et l'amélioration du climat politique. Nous nous sommes déclarés d'opposition. Nous avons obtenu le récépissé y afférent. Et oui, nous sommes de l'opposition. Nous sommes reconnus parti de l'opposition avec notre récépissé. En plus, nous sommes chefs de file de l'opposition. Pour les cellules de base du parti, ce duo est le choix de l'alternance. Notre parti a traversé de grandes difficultés. Nous savons ce que vous avez enduré en tant que secrétaire exécutif. Vous nous avez montré que la patience est un chemin d'or. À ceux qui pensent que nous sommes là pour accompagner le président Talon pour ces élections, ils se trompent. L'intoxication est grande. Et vous savez d'où ça vient. Nous demandons des élections apaisées. Ils ont dit qu'ils étaient les seuls partis de l'opposition. Allez leur dire que le seul parti de l'opposition au Bénin, le plus grand, le plus réaliste, et qui sait réfléchir d'avance, qui sait voir le danger d'avance, c'est le parti FCB. Certains plaisantins politiques qui ont commencé la politique il n'y a pas longtemps ont traité notre duo de menus-frétins. Allez leur dire que jusqu'à preuve du contraire, il faut faire confiance au duo du parti FCB. Le duo investi entend faire le tour des 77 communes du Bénin et intensifier les actions du parti sur le terrain dès l'ouverture de la campagne électorale. Le député Jean-Eudes Okoundé invite les populations de la commune de Dassa à la culture de la paix à la veille de la présidentielle. Il a fait savoir au cours d'une séance de sensibilisation autour de la cohésion sociale à l'endroit de toutes les couches sociales de la communauté Idacha. Les détails avec Théodore Gandjeko, Docas Tito. Nul n'a le droit de bloquer une route ou de l'occuper sous prétexte de quoi que ce soit. La cohésion sociale pour une élection présidentielle apaisée. Jean-Eudes Okoundé invite les populations de Dassa-Zoumé à cultiver la paix. Les têtes couronnées, les leaders religieux, les jeunes, les groupements de femmes, tous ont répondu présents à l'appel. La jeunesse de Dassa-Zoumé en particulier dit aussi oui à la paix en cette période et réaffirme son engagement et son attachement dans cette dynamique. Dès lors, nous prenons l'engagement de passer le message à toutes les différentes couches sociales afin qu'elles adhèrent davantage à la paix, à la fraternité, à l'amour du prochain et à la prospérité réellement partagée.
nous avons commencé à sensibiliser nos frères et sœurs en communauté pour qu'aucun d'eux ne soit artisan de division, artisan de discorde, semeur de zizanie, mais que tous et toutes soient semeurs de paix. Œuvrons dans l'ombre et dans l'obscurité pour que la paix règne. Allez nous voir. Et ce que nos pères, nos aïeux nous ont laissé, qu'on a l'habitude de toucher, qu'on a l'habitude de bouger, qu'on les bouge pour que la paix règne. Aucune forme de violence ne saurait caractériser la communauté Idacha. La paix et la tolérance sont des valeurs à cultiver. Je voudrais vous remercier et vous passer aussi le message du secrétaire général national du Bloc républicain, M. Abdoulaye Biochane. Lorsque je lui ai dit qu'aujourd'hui je devais rencontrer les sages, les confessions religieuses, les têtes couronnées, les jeunes, les élus, pour parler des voies et moyens pour que les élections soient les élections les plus apaisées possibles. Il a dit, honorable, je voudrais être avec toi. Mais il y a eu des empêchements de dernière minute, il a fait qu'il n'est pas là avec nous. Il m'a dit de vous saluer et de vous dire qu'il a toujours cru à la terre de Dassa. Vous allez continuer donc à propager cette nouvelle. Vous allez continuer à propager la paix, comme vous le faites déjà. Parce que d'ici, si Dassa est bloqué, c'est fini. Il n'y aura plus de violence quelque part. Des élections pacifiques le 11 avril prochain constituent un défi que le Bénin doit relever à nouveau. L'implication de chaque citoyen s'avère donc nécessaire. L'Assemblée nationale va bientôt se doter d'un plan de défense. L'idée a regroupé cadres et haute hiérarchie militaire en charge de la défense et de la sécurité de l'institution pendant 48 heures à Porte-Nouveau. Le point avec Guillaume Avienon. De hauts gradés du groupe de sécurité de l'Assemblée nationale appelés à se prononcer pendant 48 heures sur un projet de plan de défense de l'institution. Un projet porté par ce groupe et soutenu par le président du Parlement qui va tenter de répondre à plusieurs préoccupations. Les forces de défense et de sécurité peuvent-ils intervenir à l'Assemblée nationale en cas d'agression sans réquisition? Comment le renfort des forces de défense et de sécurité peut-il intervenir à l'Assemblée nationale en collaboration avec le groupe de sécurité? Les militaires du groupe de sécurité peuvent-ils faire usage d'armes létales face à une foule agressive? Comment alerter l'ensemble des députés et le personnel parlementaire en cas de menaces et d'agression? Quelle attitude doivent adopter les parlementaires et le personnel civil en cas de menaces, etc. L'initiative d'un plan de sécurité de l'Assemblée nationale s'inspire de l'actualité à l'étranger, mais aussi de l'histoire de la vie des institutions du pays. Les élections en Afrique et en général, des événements ou des décisions de la vie politique et nationale se muent souvent en crise de tension et constituent pour la plupart des risques sécuritaires pour la population et les institutions démocratiques. Il s'agit en clair de préparer l'institution, l'Assemblée nationale, à anticiper et à faire efficacement face aux besoins à toute menace sécuritaire, restent convaincus les organisateurs du présent atelier. Autre actualité à présent, diversité et égalité de chance à l'emploi. Ce sujet rime parfois avec discrimination, un défi jusque-là sans mesure politique définitive et si la réponse venait des solutions numériques. C'est bien le cas avec la plateforme européenne Incognito. Le sujet était au cœur d'un webinaire parrainé par la CCIB et l'AFRIA, l'agence francophone pour l'intelligence artificielle. Jean-Claude James, Alexis Séguin. Ils étaient réputés accélérateurs de croissance et créateurs de métiers, mais on imaginait à peine de voir les technologies numériques régler la discrimination au travail. C'est la démonstration faite à ce webinaire
organisé à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, parrainé par la firme Incognito et l'agence francophone pour l'intelligence artificielle Afria, dirigée par le Béninois Eric Adja. Pour ma connaissance des plateformes de recrutement, il y en a quand même des milliers. Et je crois que quand je compare avec Incognito, l'avantage que ça a, c'est qu'il y a cette possibilité de transparence parce que les noms des candidats ne sont pas connus, d'une part. D'autre part, le chercheur d'emploi a plusieurs possibilités, a plusieurs offres spontanées et automatisées. Donc en réalité, c'est lui qui va recruter son employeur plutôt que ce soit l'employeur qui le recrute. Bon, évidemment, ce que nous faisons au niveau du PSE, ce n'est pas très différent, mais à une petite échelle. Avec 2000 emplois à placer, c'est jouable. Mais si on doit aller un jour à 10 000, 20 000 emplois, il faudra faire ce que nous appelons le matching avec l'intelligence artificielle qui permet de croiser automatiquement les profils de poste au profil des candidats. Et ça, Incognito RH est quand même une bonne illustration. Inclusion professionnelle par le numérique, bonne nouvelle venant d'un secteur décrit comme un gisement d'emploi encore insoupçonné. Au Bénin, le terrain est presque vierge. Je prends juste l'expérience du PSE. Aujourd'hui, il nous est arrivé d'avoir plus de 300 demandes d'emploi dans le secteur du numérique seulement, mais rassurez-vous, nous n'arrivons même pas à pourvoir à 100 emplois. Et vous ne pouvez pas imaginer les milliers d'opportunités d'emploi que nous avons. Et ces nouveaux emplois-là demandent quand même des compétences spécifiques. Et en participant à ce webinaire, ça me donne quand même un certain nombre d'idées pour voir quels sont les types d'entreprises qui peuvent occuper certains de nos jeunes. Nous avons commencé par travailler à demander aux entreprises de se digitaliser parce qu'elles ont besoin de vendre. On ne peut plus aller comme dans les boutiques avant pour faire. Il faut parler du commerce électronique. Lorsqu'on a digitalisé les entreprises, c'est qu'on a besoin de compétences pour que ces entreprises-là puissent fonctionner. Du coup, les ambitions numériques nationales seraient vaines sans un levier clé, la formation des compétences. Le prochain palier, c'est d'intensifier la formation. Nous avons tellement évolué que nous sommes en passe de créer une école des métiers du numérique, une école des métiers de la fibre optique, etc. Donc c'est vous dire qu'on est en plein dans le sujet. Mais un préalable subsiste en amont, c'est l'état des lieux et des besoins numériques actuels et futurs de l'économie béninoise. Direction Kandi, après un peu plus de 3 mois de mise en œuvre du projet Cache-Care et Access, l'ONG Autre Vie observe un arrêt et s'auto-évalue. C'est à l'occasion d'un atelier de revue trimestrielle de performance. 3 jours durant, responsables du projet, partenaires et autorités politiques se sont retrouvés donc à Kandi. Ils ont apprécié le chemin parcouru et pris de nouvelles résolutions. Voyons le compte rendu signé Christian Gandior et Olviga Messan sur place à Kandi. Dans la liesse, les habitants de Bokoukou dans la commune de Kandi reçoivent une délégation des partenaires de l'ONG Autre Vie, une organisation qui les appuie en matière de promotion des bonnes pratiques de nutrition, de santé, d'hygiène, d'éducation et de protection de l'enfant. On aura à visiter un peu les acquis du projet de promotion de l'hygiène et de l'assainissement de base par la méthode, l'approche ATPC que nous avons appliquée en son temps, mise en œuvre en son temps, et aussi la nutrition qui est venue par la suite. Et pour finir, le volet Cache+Care, le volet comportemental que nous sommes en train de mettre en œuvre actuellement dans le village Bokoukou. Le décor planté place à une discussion à bâton rompu entre les forces vives du village et les membres de la délégation. L'ambassadrice des Pays-Bas, les représentantes de l'UNICEF et du ministère des Affaires sociales ont beaucoup appris sur les résultats du projet Cache+Care et Access. Effectivement, il avait un mariage d'enfants en programme et le papa supportait. Quand cela m'est parvenu, parce que c'est moi qui devais célébrer le mariage, je l'ai interdit et j'ai refusé. Et en ce moment, le mariage n'a pas eu lieu et plus jamais je ne vais plus célébrer le mariage. On a dit que le projet Autre Vie nous a aussi enseigné sur la nutrition. La bonne manière pour garder l'enfant, pour que l'enfant puisse bien allaiter. Après Bokoukou, la délégation s'est rendue à l'école primaire publique de Padé. Le projet a installé ici un géant dispositif. L'ONG Autre Vie, à travers ce projet, a mis en place un club des enfants composé de 11 membres
au sein duquel les enfants sont formés sur une diversité de thèmes et un comité scolaire de veille composé de 21 membres. Et ça nous a permis de déjouer des cas de mariage dont on aura certainement la chance ici de voir un exemple des gens qui ont été victimes et grâce justement à ces dispositifs qui part des communautés jusqu'à l'école, une synergie a été créée et ça nous permet aujourd'hui quand même de régler des questions qui touchent le mariage d'enfants. Nous, le club des enfants, nous sensibilisons sur le mariage des enfants, les violences faites aux enfants, les grossesses précoces en milieu scolaire. Au lendemain du périple, responsables de projets et partenaires se retrouvent ici au centre de promotion sociale de Kandi pour le bilan. Un bilan plutôt élogieux. Et en fait, ce que j'ai vu, c'est un projet de cohésion sociale et un projet vraiment d'empowerment de la communauté. Et ça, j'ai trouvé excellent. Maintenant, un deuxième point, effectivement, et on l'a vu pendant ces 2 jours, et c'est tout à votre honneur, c'est la confiance que vous avez su et que vous avez pu gagner au sein des communautés. Je garde l'espoir que si vous continuez de cette manière, nous pourrons aboutir à des résultats meilleurs. La délégation repart de Kandi satisfaite des actions menées par l'ONG Autre Vie dans le cadre du projet Cash plus Care et Access, mais aussi avec de bons souvenirs. L'Église protestante méthodiste du Bénin a ouvert son premier synode biennal. Eh bien, cette rencontre a regroupé plusieurs participants sur la paroisse Grâce divine d'Ekpé. Le thème du synode rappelle aux fidèles chrétiens la mission apostolique de l'Église. Ghislain Poguet, Ramatoulawani. La mission de partout, vers partout. Mieux connaître mon Église pour mieux la servir. Pour ce premier synode biennal de l'Église protestante méthodiste du Bénin, plus qu'un thème, c'est une exhortation. Exhortation à la mission, avec comme exemple Saul, devenu Paul l'apôtre, et Barnabas son compagnon, prêchant un juif, Jésus, aux non-juifs. Et dans cette mission, il est rappelé aux fidèles chrétiens, membres vivants du corps du Christ, leur responsabilité sociale. Donnez-leur vous-même à manger, a dit Jésus, le jour de la multiplication des pains. Et pour affermir la confiance et la foi, les propos du psalmiste sont évoqués comme coulant de source. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour. C'est dire que la mission doit prendre en compte l'homme et tout l'homme. Et le président du Conseil économique et social de délivrer son message d'exhortation à continuer à vivre l'union dans une église réunie, réconciliée et réunifiée. Je suis heureux de me retrouver ici pour vous encourager à toujours poursuivre l'œuvre de la réconciliation amorcée par le chef de l'État, son Excellence M. Patrice Talon, et à mettre en œuvre toutes les décisions consensuelles auxquelles vous aboutissez. Une église qui, malgré les difficultés, trace son chemin vers le futur. Le thème du présent synode biennal, la mission de partout vers partout, est, on ne peut plus révélateur des enjeux et défis ecclésiastiques communs qui sont les nôtres aujourd'hui. Grâce à l'ordre missionnaire que le ressuscité donna aux 11 et par ricochet à chacun de nous aujourd'hui. Jésus s'étant rapproché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Une église qui prend exemple sur son fondateur, John Wesley, missionnaire engagé, prédicateur enflammé, voyageur infatigable. Le synode prend fin dimanche prochain. L'université de Parakou compte dans ses rangs un nouveau docteur en sciences forestières. Il a pour nom Benjamin Dossa. L'impétrant a défendu sa thèse de doctorat devant un jury international. Giscard Kovi et nos compatis. Le Deutarium senegalesi est une espèce d'arbre fructueux d'Afrique de l'Ouest.
Il produit des fruits sphériques qui sont comestibles et mieux intervient dans la médecine traditionnelle. En fond, par exemple, l'espèce s'appelle Dakpa. La trituration des feuilles de cette espèce facilite l'expulsion du placenta de la femme. Non seulement ça aussi, les feuilles aussi sont utilisées dans le traitement des infections de la toux. Dans la zone de Basila, les populations ont attribué un nom, c'est-à-dire allant dans le sens de l'habitat propice de cette espèce, c'est-à-dire Olo-Odo. Olo-Odo qui signifie melo du marigot. Face à 6 professeurs, dont un qui intervient par visioconférence depuis le Burkina Faso, Benjamin Kouadio Dossa planche pour défendre les résultats de ses travaux de recherche sur l'impact de l'exploitation de cet arbre et son statut de conservation au Bénin, puisqu'il est démontré en 2011 par l'UCN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, que l'espèce est très menacée et vulnérable. Les travaux ont révélé que la densité de cette espèce est très très faible, c'est-à-dire allant de 1 pied à 2 pieds à l'hectare. Il est alors indispensable en tant que chercheur, en tant que spécialiste dans le domaine de la conservation des espèces forestières, de réfléchir pour voir dans quelle mesure nous pouvons entreprendre certains aspects allant dans le sens de pouvoir conserver cette espèce au Bénin. C'est là nous sommes penchés un peu sur la sylviculture de cette espèce et les résultats ont montré que l'espèce germe bien sans aucun traitement. Au bout de 40 minutes de présentation, l'impétrant convainc les membres du jury sur l'importance de conserver cet écosystème qui est en voie de disparition. Après plus de 4 heures d'échange, il s'en sort avec une mention très honorable avec félicitations du jury. Monsieur Dossa, le jury a jugé que vous êtes apte à porter le grade de docteur de l'université de Parakou avec la mention très honorable et félicitations du jury. Ce thème sur lequel a travaillé Dr Dossa Benjamin est très intéressant à plusieurs égards. D'abord dans le cadre de la promotion des espèces locales, mais autre chose c'est la pression que subit cette espèce déjà, même discrètement à travers cette exploitation, ce commerce discret mérite que l'on puisse s'intéresser fortement au peuplement relique de cette espèce et voir si l'état de la régénération donc du peuplement jeune est suffisant pour compenser le peuplement âgé dans ces contextes de pression anthropique. Donc il a embrassé beaucoup d'aspects et pas conclure les études écologiques. Il a fait une projection pour qu'on puisse cerner les habitats favorables de cette espèce d'ici 2055. Docteur de l'université de Parakou et recruté en 2019, Benjamin Kouadio Dossa travaille en tant que superviseur sur un projet intitulé « Développement d'une résilience inclusive face au changement climatique et aux catastrophes à Glazoué ». Et parlons maintenant de la réforme dans l'administration. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique dispose désormais des comités ministériels de maîtrise, risque et d'audit interne. Ils ont été installés par le ministre Sakalafia. Herman Rodrigue-Amégan, Bernard Djobé pour le point. Une réforme administrative impulsée par l'exécutif qui prend désormais corps au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Désormais, les comités ministériels de maîtrise des risques et d'audit interne sont installés. Le comité ministériel de maîtrise des risques a pour mission principale la définition et l'accompagnement des procédures ou mesures visant à renforcer l'efficacité et l'efficience des directions centrales et techniques, des structures rattachées et des organismes sous tutelle du ministère. Quant au second comité ministériel d'audit interne, il veille à la vérification du bon fonctionnement des systèmes de contrôle interne mis en place sous l'égide du comité ministériel de maîtrise de risque. Avec ces missions qui leur sont assignées, le gouvernement entend mettre en place une nouvelle dynamique pour un service public fluide, efficace et efficient. Chacun des responsables de ces comités, oint par le chef de l'État, a déjà une claire vision des actions concrètes à mener. Ce comité fera en sorte que la navigation à vue cesse dans le fonctionnement au niveau des structures du ministère. Le comité va veiller à la dotation de chaque structure de son manuel de procédure et au respect strict
de ce manuel. Au niveau du comité d'audit interne, nous allons veiller à ce que tout se passe conformément aux règles, aux normes, aux directives, aux procédures instituées et aux méthodes de bonne pratique généralement reconnues. L'administration béninoise bientôt transformée au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le train vient d'être mis en marche. À l'étranger, maintenant au Nigeria, le spectre des enlèvements se renforce dans la nuit d'hier aujourd'hui. Plus de 300 adolescents ont été enlevés après l'attaque de leur pensionnat par des hommes armés dans le nord-ouest du Nigeria. L'information a été donnée par la police locale. Les autres informations dans le monde, en bref, c'est dans une compilation signée Stanislas Lincoln. En Éthiopie, Amnesty International indique dans un nouveau rapport que des soldats érythréens ont tué des centaines de civils en novembre 2020 au Tigré, une région située au nord du pays en proie au combat. Pour l'organisation, le massacre pourrait constituer un crime contre l'humanité. Nous avons beaucoup de preuves. Des preuves très concluantes que des forces érythréennes sont impliquées dans les combats au Tigré. Ce que nous avions découvert, c'est qu'il y a eu des bombardements aveugles, des meurtres systématiques de civils les 28 et 29 novembre, ainsi que des pillages de propriétés. Et ces crimes peuvent être considérés comme des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. L'ONG base ses affirmations sur des témoignages de survivants réfugiés au Soudan voisin et sur des images prises par satellite de la ville d'Akoussoum, une ville antique et sainte du nord du Tigré. En Haïti, plusieurs détenus se sont évadés jeudi, a indiqué la police. L'inspecteur divisionnaire Paul Hector Joseph, responsable de la prison civile de Croix-des-Bouquets, a été tué lors de l'évasion. Les pensionnaires du centre carcéral ont aussi tiré sur des habitants proches de la prison, faisant au moins 6 morts dans les rues. Pour l'heure, pas de précision sur le nombre de prisonniers ayant fui de l'établissement pénitentiaire. Aujourd'hui, le dispositif sécuritaire se trouve renforcé. Des policiers de divers groupes spécialisés forment un périmètre de protection devant la prison civile. En 2014, plus de 300 détenus avaient déjà réussi à s'enfuir de cette prison de haute sécurité construite grâce à un financement du Canada. En Syrie, dans la nuit du jeudi à vendredi, les États-Unis ont bombardé des infrastructures utilisées par des milices pro-iraniennes dans le nord-est syrien. Bilan, on dénombre 17 morts au cours de cette première opération militaire de l'administration Joe Biden. Cette frappe en réponse aux récentes attaques contre le personnel américain en Irak. Nous sommes convaincus que la cible était utilisée par la même milice chiite qui avait mené des frappes contre les Américains en Irak. Je suis vraiment fier des hommes et des femmes de notre force qui ont réagi ce soir par ce bombardement. Comme vous vous en doutez, ils ont fait preuve d'un grand professionnalisme et nous sommes reconnaissants de leur service. Selon les informations préliminaires de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les frappes ont détruit 3 camions de munitions qui arrivaient de l'Irak au niveau d'un poste frontière illégal au sud de la Syrie. Une vague de colère traverse la Birmanie. Des centaines de milliers de manifestants dans la rue au quotidien contre la junte au pouvoir depuis le coup d'État du 1er février. La plupart assis, ils scandent des slogans pro-démocratie. Dans certaines villes, la police et l'armée ont usé de la force, mais à Rangoon, les autorités ont fait preuve de retenue jusqu'ici, se contentant de barricader plusieurs points stratégiques de la capitale économique du pays. Je soutiendrai toujours le mouvement de désobéissance civile MDC et nos manifestations doivent continuer. Mais cela fait presque 1 mois maintenant
et certains d'entre nous se sentent un peu déçus et déprimés. Mais nous devons rester forts pendant 1 mois ou 2 parce qu'il nous faudra un certain temps avant de pouvoir détrôner le dictateur. Vendredi, la police anti-émeute a avancé sur les manifestants pour les sommer de se disperser. Au moins 2 personnes ont été arrêtées, dont un reporter japonais indépendant. Béninoises, Béninois, la COVID-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la COVID-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Eh bien, ce journal se refait. Merci de votre fidélité. À 23h30, vous aurez dans ce studio Rachida Bio, maman pour le JT Soir. Merci et à demain.